dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Bart est dévasté par la mort de Louise, le copycat fait une nouvelle victime. En parallèle, Nathan et NJ passent un cap, et Brunet dévoile son plan machiavélique au Moreno. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 17 mai dans Demain nous appartient. Après Louise, le copycat fait une nouvelle victime malgré le soutien d'Anna. Bart est dévasté par la mort de Louise. Il a l'impression que la vie n'a plus de sens et refuse d'entendre qu'il va apprendre à vivre sans elle. Au commissariat, George assure à Martin que les alibis de Gary sont solides. L'ex de Louise a donc dit la vérité. Des témoins confirment que Gary est arrivé en retard au mariage parce qu'il était au téléphone à l'extérieur. Et il était bien à Marseille au moment des meurtres de Violette Lenoir et de Gaël Richet. Bref, le copycat court toujours dans la nature et la police n'a plus de suspects. En faisant le point sur l'enquête avec Karim et George, Martin en vient à la conclusion que le copycat ne peut être qu'un proche de Bart ou de Louise. Après tout, il fallait être dans l'intimité du couple pour savoir que Chloé se chargerait de la décoration du mariage. Le copycat pourrait donc être un invité du mariage ou quelqu'un qui faisait partie du personnel. Martin encourage ses hommes à partir sur la piste d'un homme fasciné par Mercier, qui aurait eu un contact avec le tueur en série ces 10 dernières années, et qui connaissait Louise. Et comme Bart pourrait tout à fait être la prochaine victime, Martin demande à ce que la sécurité soit renforcée autour du marié. Anna, de son côté, confie son inquiétude au sujet de Bart à Chloé et Alex. Mathilde et Aurélien vont bientôt partir en Grèce avec Gary, et Bart va se retrouver seul dans sa grande maison, avec les souvenirs de Louise. Mais Chloé assure à sa sœur que Bart ne sera pas tout seul. Ils seront tout présents pour le soutenir. Anna avoue ensuite qu'elle a également peur que le copycat frappe à nouveau et qu'il termine ce qu'il a commencé avec Bart et Chloé. Sébastien Perrault, quant à lui, se sent responsable des récents événements et de la mort de Louise. Il confie à Raphaël qu'il aurait dû voir le changement de mode opératoire du tueur et aurait dû écouter Martin. Conscient qu'il n'a plus le droit à l'erreur, le procureur décide de reprendre l'affaire depuis le début afin de découvrir si un détail lui a échappé. Ospoon, Audrey, Tristan et Vanessa ont beaucoup de mal à se remettre de la mort de Louise. Tristan n'ose imaginer ce que Bart doit ressentir. Vanessa, quant à elle, regrette son comportement avec Louise ces derniers mois. Mais Audrey lui fait remarquer que tout s'était arrangé et que Louise la considérait comme une perle. Vanessa suggère ensuite d'organiser une sorte de veillée au Spoon pour Louise, afin de lui rendre hommage. Au commissariat, Sarah, George, et Karim demandent à Bart de jeter un œil aux photos du mariage qu'ils ont récupérées sur les portables des invités. Peut-être qu'il remarquera quelque chose ou quelqu'un d'étrange. Contre toute attente, c'est finalement George qui remarque la présence suspecte d'un homme sur l'une des photos. Un certain Arnaud qui, selon Bart, avait été engagé comme extra par Vanessa. Bart se souvient que Vanessa ne cessait de se prendre la tête avec lui le jour du mariage car elle le trouvait incompétent.
Après avoir interrogé le patron de la brasserie dans laquelle il travaille, Sarah découvre qu'Arnaud leur a bien assuré le service du midi mais qu'il n'est pas revenu pour le service du soir. Et Arnaud n'est pas chez lui. Grâce à Georges, qui a pisté le signal de son téléphone, Karim et Sarah finissent par retrouver le sieur. Il est assis au volant de sa voiture, mort, les bras placés en signe de croix. Comme les précédentes victimes du tueur. Victor Brunet dévoile son plan machiavélique aux Moreno. Confrontés au chantage de Brunet, les Moreno ne savent plus quoi faire. Avant de céder à la panique, Charlie leur conseille de consulter un avocat afin de savoir ce qu'ils risquent réellement pour le vol du lingot d'or. À l'hôpital, Victor Brunet est de très bonne humeur et prend un malin plaisir à jouer avec Christelle. Excédée, celle-ci finit par exploser et par demander à Brunet d'arrêter son cinéma. Elle sait très bien que c'est lui qui les fait chanter. Victor ne dément pas et assure qu'il n'hésitera pas à employer la manière forte pour les faire céder. De retour à la maison, Sylvain a une bonne nouvelle pour Christelle. Il sait se renseigner auprès d'un avocat et, juridiquement, si quelqu'un les dénonce, le vol du lingot serait qualifié de vol simple. Il n'aurait donc que le lingot à rembourser et une amende à payer. Avec au pire un peu de prison avec sursis. Mais avec un bon avocat, il ne risquerait quasiment rien. Christelle est soulagée. Brunet, de son côté, est content de lui et confie à Sophie Novak qu'il va bientôt récupérer sa maison, son capital, et son prestige. Mais Sophie lui explique que les Moreno ont sûrement compris qu'ils ne risquent pas grand-chose pour le vol du lingot. Une réalité qui n'angoisse pas le moins du monde. Victor qui assure à Sophie qu'il a d'autres moyens de pression pour faire céder les Moreno. Plus tard, Victor se rend chez les Moreno, et Sylvain lui assure que sa femme et lui ne comptent pas céder à son chantage. La justice ne leur fait pas peur. Mais Victor leur dévoile son plan, il veut les dénoncer aux médias et à leurs proches. Tout le monde saura alors qu'ils ont fait fortune en profitant d'une prise d'otage. Sylvain s'emporte contre Brunet et le traite de pourriture, mais Victor lui fait remarquer que, contrairement à lui, il n'a pas tiré profit de la mort d'Ulysse Rivière. Il promet aux Moreno un scandale qui les suivra toute leur vie. Et ajoute qu'il compte bien récupérer également sa maison. Avant d'annoncer à Sylvain et Christelle qu'il leur laisse seulement quelques jours de réflexion. NJ et Nathan font l'amour pour la première fois. Nathan annonce à NJ qu'un de ses amis, Mehdi, organise une fête à Montpellier ce samedi. Et il a même réussi à négocier une chambre dans la maison. Ce serait donc l'occasion pour eux de passer enfin la nuit ensemble et de franchir le cap puisqu'NJ prend désormais la pilule. Mais NJ n'est guère emballée et ne semble pas voir les choses de la même manière. Elle avoue alors à son petit ami qu'elle est un peu perdue en ce moment. Depuis qu'elle prend la pilule, elle a mal à la poitrine et est tout le temps de mauvaise humeur. NJ se rend plus tard à l'hôpital dans l'espoir de pouvoir parler au docteur Chardot entre deux rendez-vous, mais Nour lui apprend qu'il est absent. Heureusement, la jeune infirmière est là pour rassurer NJ. Elle lui explique que les douleurs à la poitrine font partie des effets secondaires courants de la pilule et qu'il faudrait peut-être adapter le dosage de la pilule ou la changer pour régler les changements d'humeur qu'elle subit. Mais Nour insiste, le docteur Chardot sera plus à même de répondre aux questions d'Angie.
En parallèle, Nathan se confie à Charlie. Il a l'impression qu'Engie ne veut plus coucher avec lui. Charlie essaye de le rassurer, elle explique à Nathan que ce n'est pas toujours facile de sauter le pas avant sa première fois. Alors qu'il semble défaitiste, Nathan reçoit un SMS d'Engie qui lui propose de la rejoindre chez elle, où ils seront seuls. Nathan est ravi, mais Charlie lui conseille tout de même de se montrer patient au cas où Engie changerait à nouveau Davis au dernier moment. Engie est maintenant sûre d'elle, elle souhaite franchir le cap avec Nathan. Dans la chambre d'Engie, les deux ados finissent par faire l'amour. Une fois leurs ébats finis, Nathan a peur de ne pas avoir assuré. Mais sa petite amie lui fait comprendre qu'ils vont pouvoir recommencer autant de fois qu'ils le veulent.